Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, donc spéciale politique. On lance la campagne des régionales aujourd'hui avec un invité, Jean-Paul Guéraud, bonjour. C'est la première fois que vous venez sur notre plateau, on est très enchanté de vous recevoir. Merci. Parce qu'effectivement, vous êtes un candidat atypique. Un parcours politique, un parcours professionnel qui vous rend effectivement particulier. Et on a grand plaisir à venir vous découvrir aujourd'hui sur Argot TV. On va tout de suite commencer par une présentation parce que vous êtes magistrat, c'est ça? Oui. Moi, si vous voulez, oui, il y a toute une histoire derrière tout cela, toute une expérience. Mais d'abord et avant tout, je suis originaire de cette région. C'est quand même un point qui est évidemment important. Ensuite, j'ai... Le même village que Carole Delgar. J'ai appris ça dernièrement. Oui. Très... Là, de toute façon, quoi qu'il arrive, le prochain président, effectivement, de l'Occitanie sera Martré. Ouais, voilà. Oui, alors ensuite, donc, toute une expérience professionnelle. Moi, je viens d'une famille de juristes. Mon père était magistrat et j'ai embrassé cette carrière avec... Bon, je dirais une sorte d'idéal quelque part, parce que la justice, c'est porteur de beaucoup de choses. C'est d'ailleurs le seul ministère qui porte le nom d'une vertu. Et donc, j'ai passé le concours de la magistrature, j'ai eu plusieurs affectations, mais j'ai toujours eu en tête cet idéal, je dirais, de justice. J'étais sur le terrain, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai été notamment juge d'instruction à Toulouse. Donc j'étais au contact des gens et, si vous voulez, pour faire simple, j'ai vu une évolution de la société, de notre pays, auquel je tiens par-dessus tout, comme beaucoup évidemment de nos compatriotes, qui moi me désespérait parce que je voyais que nous allions vraiment vers des affrontements, des tensions terribles. Donc j'ai pris la décision à un moment donné pour essayer d'avoir d'apporter mes modestes compétences à tout cela, et pour tenter d'avoir une solution globale, eh ben, on passe par le politique. Oui, parce que c'est la politique qui décide. Voilà, donc à ce moment-là, j'étais directeur adjoint de l'École nationale de la magistrature, et alors j'ai tout remis en cause. J'avais une carrière devant moi qui était pas si mal. Un jour, ça vous prend comme ça y est. Oui, non, mais depuis longtemps, je pensais à la chose publique, mais dans la justice, c'est déjà ça, la chose publique. Donc juge, pardon, c'est défendre la société. Ben oui, vous savez... Quand on est avocat général, on défend les intérêts de la société, on veut effectivement que tout se passe bien, quoi. Oui, on défend la société, on défend aussi les victimes. Voilà. Et là aussi, j'ai vu des situations catastrophiques, calamiteuses. Donc, cette envie de m'engager encore davantage m'a poussé donc à me lancer en politique. Et je suis allé en Gironde, parce qu'à ce moment-là, j'étais directeur adjoint de l'École de la magistrature à Bordeaux. Et il y avait à côté de moi une circonscription qui était très difficile à prendre, qui était tenue par le fils de François Mitterrand, qui était là depuis plus de 20 ans. Alors, je me suis dit, à m'engager en politique, ben, je ne vais pas le faire à moitié, et je vais aller là où c'est le plus dur, et j'ai tout remis en cause. Voilà. Et puis ça vous réussit. Ben oui, deux mandats de député, c'est ça? C'est ça, deux mandats de député. Et vous mettez un peu votre carrière un peu de côté. Voilà. Alors pendant 10 ans, j'ai beaucoup travaillé bien sûr à l'Assemblée, de tout le monde peut le dire, quels que soient les bancs, à partir du moment où on est honnête, je dirais. On vous remarque dans l'affaire Outreau également. Oui, j'étais vice-président de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau. J'ai été le rapporteur de tous les grands projets de loi en matière de justice, de sécurité, d'exécution des peines. J'ai été aussi le rapporteur de la loi sur l'interdiction du voile intégral, qui est évidemment parce que je voyais bien monter cet islamisme depuis très longtemps. Mal parce qu'on est tous voilés aujourd'hui. Hein. Oui, mais j'avais prévu dans la loi, justement que pour des motifs sanitaires, on pouvait effectivement ne pas appliquer cette loi Oui, j'avais anticipé. J'avais pris en compte cela. Est-ce qu'on peut être magistrat, faire de la politique sans, à un moment donné, avoir des liaisons un peu particulières? Parce que c'est vrai que quand on est juge, on doit être impartial, on doit être et puis faire de la politique, on est décider un camp, une idée, c'est compliqué peut-être, hein? Oui, mais quand j'ai décidé de faire la politique, j'ai quitté la justice. Oui, voilà, donc si vous voulez, et par contre, ce qui est de pire, c'est d'avoir naturellement des magistrats qui sont politisés. Ça. Et très politisés comme ceux du syndicat de la magistrature. Ça sera plus, elle rappelle le bureau des cons. J'y étais. Ouais, voilà. Donc j'étais épinglé, ce qui est quand même un énorme scandale. Oui. Mais si vous voulez, cette politisation de la justice, elle n'est pas si importante qu'on peut le croire. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est interdire les syndicats politiques. Oui. D'abord, les syndicats de la magistrature, oui, mais à des syndicats professionnels. C'est idéologique que la justice pure. C'est cela, des syndicats professionnels, et il y a de quoi faire si on veut défendre l'institution, c'est clair. Alors très bien, donc vous basculez effectivement comme ça à la politique, vous revenez après, et
Et là, ce qui me surprend quand on regarde votre parcours, bon, vous défendiez un peu le camp Fillon, vous étiez dans LR, vous étiez la droite populaire, hein, vous étiez à l'initiative. Et puis, il y a 2 ans, 3 ans de ça, vous basculez de nouveau. Et là, à un moment donné, vous deviez même être la digue, la fameuse digue contre le Front National, etc. Hein, on avait dit un petit peu ça. Et puis là, on s'est dit, la digue, elle a lâché, c'est bon. Non, mais alors là, j'ai pas du tout basculé. Bon, c'est justement parce que je suis resté fidèle à mes convictions, qui sont ces convictions gaullistes, bonapartistes, enfin cette fibre Seguin, Pasqua, que je suis maintenant là où je suis. C'est bien cela. En fait, c'est la société qui avance. C'est les valeurs. En fait, c'est l'idéologie de la société qui avance. Oui, on a vu récemment les derniers sondages où effectivement, on s'aperçoit que les Français, à quelques points près, ils pensent la même chose que le Rassemblement national. Mais je suis persuadé qu'il y a une grande majorité de nos concitoyens. On fait table rase des partis, mais je suis persuadé que beaucoup de nos concitoyens sont d'accord avec ce que nous disons. C'est ça. Beaucoup. Sauf que, si vous voulez, il faut transcender tout ce qui est clivage politique. Moi, je crois que le clivage droite-gauche aujourd'hui n'existe plus. On a un clivage entre une sorte de mondialisation effrénée, où la France est complètement victime en réalité, et puis les Français avec, hein, on le voit bien, cette globalisation, cette mondialisation, cette concurrence déloyale dans tous les domaines, qui nous écrase en réalité, et qui fait que la France est profondément déclassée. Oui, elle est déclassée, elle s'appauvrit, elle perd ses spécificités, et on voit ça à tous les niveaux. Et on le voit bien sûr localement. Les campagnes électorales ont aussi le mérite de toujours garder le contact comme avec nos élus, mais il faut être évidemment sur le terrain en permanence. Moi, je vois bien comment les choses se passent. J'ai fait, dernièrement encore, je suis allé dans ce qu'on appelle la ruralité, nos campagnes. Enfin, moi, j'aime bien le terme nos terroirs. Oui, hein, eh bien, cela est dramatique. Parce que face à cette évolution-là, on n'est pas du tout protégé. Or, dans l'idée d'une politique digne de ce nom, je crois qu'il faut à la fois protéger nos concitoyens, le tissu économique, social, naturellement, sanitaire, c'est un grand domaine, naturellement, mais pour donner envie, je dirais, à nos concitoyens qui ont un fort potentiel d'aller de l'avant. Très bien. Vous parlez de sanitaire. Aujourd'hui, on vit une crise qui est exceptionnelle pour la France. Alors, c'est vrai que vous avez été juge, mais moi, je ne sais pas, moi, ensemble, journaliste, je me dis, mais toujours avec d'esprit critique, je me dis, mais bon sang, mais à qui profite le crime? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une sorte de... Alors, je ne sais pas si c'est une manipulation des chiffres, etc. On nous abonde de chiffres, de morts, de ci, de mi, de là. Il y a une vraie crise sanitaire qui est réelle, on est d'accord. Pour autant, la gestion, vous en pensez quoi? Alors c'est vrai que la critique est aisée et que l'art est difficile, on le sait bien. Néanmoins, il y a d'énormes carences et même de grandes fautes, à mon sens, qui ont été commises. Et d'ailleurs, on le saura plus tard, quand on reprendra tout cela. Vous savez qu'il y a beaucoup de plaintes qui ont été portées en justice, justement, et notamment devant la Cour de justice de la République. Ceci étant, si vous voulez, moi, pour faire les choses ramassées par rapport à ce que j'ai à dire, je pense d'abord et avant tout qu'on n'a pas pris les mesures qui convenaient au moment où on aurait dû les prendre. On se souvient tous de ce qu'on nous disait il y a un peu plus d'un an, comme quoi, effectivement, jamais une épidémie comme celle-là viendrait, les masques et tout. Enfin, et puis la destruction, parce que tout n'est pas dû à cette épidémie. Si vous voulez, la situation de la France avant cette épidémie était déjà très très difficile. Souvenons-nous de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, avec la destruction de l'hôpital, hein, qui a été mise en place déjà depuis pas mal de temps. Donc je voyais encore dernièrement l'hôpital du Val-de-Grâce, l'hôpital des armées du Val-de-Grâce, qui était un modèle, qui est à l'abandon actuellement. Il a été complètement démantelé, si vous voulez. Donc nous en subissons les conséquences, naturellement, face à cette pandémie. Bon, donc on nous a menti. Bon, pour des raisons qu'il faudra éclaircir. Ensuite, on n'a pas pris évidemment les mesures qui s'imposaient. Et on a toujours à plusieurs temps de retard sur ce qui est en train d'arriver. Bon, moi je préférerais bien sûr que... Alors le critère, je le comprends, le critère concernant les services de réanimation et le fait d'éviter la saturation de ces services, c'est un critère. Quand il y a 15 lits... il y a 5000 lits en France. Il y a pas beaucoup de lits. Il y a 5000 lits en France. Il y avait 5000 lits il y a plus d'un an. On est à plus d'un an après, il y a toujours 5000 lits. Quoi. Je veux dire, rien n'a bougé. Alors qu'on voyait...
l'étendue de cette pandémie, Il y a les drames. 15 ans, 20 ans, je crois qu'on était à plus de 10 000 ou 15 000 lits. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Il y a une volonté de détruire l'hôpital ou de réduire administrativement l'hôpital parce que ça coûtait cher. Aujourd'hui, on en voit les conséquences. Oui. Donc c'est vrai que quand on dit... Alors, on est à 90%, vite, alertons-nous. Oui. Bon, il y a 10 lits, il y en a 9 qui sont remplis, mais c'est que fait que 10 lits, quoi. Alors moi, j'aurais aimé qu'il y ait un critère plus large qui soit pris, si vous voulez. Le premier des critères qui tombe sous le sens, c'est la protection de la santé des Français. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a effectivement épidémie? On protège les Français. Pour protéger les Français, d'abord, il faut fermer les frontières. Mais ça... Personne de ceux qui nous gouvernent n'en voulait, parce que ça, on est contre... Alors là, c'est une idéologie qui nous gouverne depuis longtemps. Et on retombe sur le problème de cette mondialisation, de cette globalisation, de ces dogmes, de laisser libres les personnes aller, venir, les marchandises, les biens, etc., dans une sorte de monde parfait. Sauf que là, il fallait nous protéger. Donc ça n'a pas été fait. Vous souvenez-vous, les aéroports qui étaient tout le temps ouverts, etc., alors que d'autres pays ont pris des mesures qui convenaient. Puis ensuite, il fallait bien sûr... tester les gens, isoler ceux qui étaient cas positifs, et puis traiter. Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément surpris, c'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un était testé positif, on lui disait prenez du Doliprane, restez chez vous. Mais enfin, c'est complètement aberrant. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a complètement, que je critique évidemment profondément, c'est d'empêcher des médecins de prescrire des traitements qu'ils estiment en tant que médecins pouvoir prescrire. Si vous voulez, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça n'a jamais existé en Italie. Est-ce que ce n'est pas une manière de vouloir dire, comme ça, on va valoriser, on va essayer de mettre en avant plutôt un produit, et est-ce qu'il n'y a pas des conflits objectivement, la critique, parce qu'il faut garder dans cet état un esprit critique par rapport à la situation et se poser des questions. Moi, on se pose des questions, je vous en pose. Je dis, mais vous étiez en magistrat aussi, mais quand vous faites une enquête, à un moment donné, vous dites, bon, on essaie de comprendre quand même, non? Enfin, comme les journalistes. Oui, alors il y a certainement de gros intérêts en jeu derrière tout ça. Alors sans tomber dans le complotisme, il est certain que... Parce que dès qu'on critique, on est complotiste. On se pose des questions. Bien sûr. Est-ce que je dois me faire vacciner ou est-ce que je suis en bonne santé, on va me mettre le virus je ne sais même pas. Et pour que dans un an, on se dise, ah ben non, stop, arrêtez tout, comme il y a eu à un moment donné... il y a une certaine défiance aujourd'hui. Regardez AstraZeneca, on disait il est valide à 95%. Là, aujourd'hui, on apprend, ah non, finalement, avec les résultats, les tests et tout ce qu'on fait, avec les millions de gens vaccinés, et on s'aperçoit que c'est moins de 70% ou 76%. Bon, alors, et les 30%, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, en tant que député européen, concernant AstraZeneca, j'avais interrogé très officiellement la Commission européenne en septembre 2020, parce que j'avais remarqué qu'il y avait eu des incidents en cours d'essais cliniques par rapport à certains patients. Oui. À tel point d'ailleurs que les essais cliniques avaient été suspendus. Bon, j'ai demandé en septembre 2020 ce qu'il en était. On m'a répondu il y a 15 jours. Le fait, alors ça, je pense que c'est une grosse faute. Le fait d'avoir délégué à l'Union européenne la gestion de la santé des Français est une faute majeure. Parce que je vous rappelle que la santé n'est pas du domaine de l'Union européenne. La santé, c'est du domaine de la France, de chaque pays. Bon. Or, on a complètement délégué. Et on voit d'ailleurs la gestion désastreuse, puisqu'aujourd'hui, et tant mieux pour eux, on voit des pays qui sont en dehors de l'Union européenne, comme le Royaume-Uni, où j'entendais encore ce matin que depuis 24 heures, il n'y a pas un seul mort du Covid à Londres, donc ce qui est évidemment plein d'espoir, ou comme d'autres pays comme Israël qui reprennent une vie normale. Bon, nous, on est dans une phase totalement inverse, où on a une pandémie qui s'étend. Donc voilà, si vous voulez, je pense d'abord et avant tout qu'il y a que le gouvernement s'est protégé lui-même par rapport à, disons, en mettant en avant ce que le conseil scientifique et ce que de nombreux médecins indiquaient. Mais comme on a vu, les médecins ne sont pas d'accord entre eux, et puis à un moment donné, le politique doit reprendre ses droits. Et là, aujourd'hui, on voit bien que le politique est bien embêté, parce qu'en réalité, il y a la question des futures élections régionales, qui normalement ont lieu le 13 et 20 juin. Moi, je suis favorable à leur maintien. On voit que ça revient en question, là. Oui, mais non, on mais demande aux médecins de
se prononcer sur les prochaines élections. Voilà, mais comment ça? exactement. Et donc le Conseil scientifique vient de dire à juste titre, c'est aux politiques de décider. Et on a un gouvernement qui ne sait plus quoi faire, quoi dire. Et un président de la République aujourd'hui qui ne sait pas comment il va sortir de là. Voilà. Donc si vous voulez... Est-ce que ce n'est pas un manque de représentativité de ce mouvement LRM sur le terrain? On voit qu'ils ont beaucoup de mal à faire leur liste, etc. Et tout, donc, qui fait qu'à un moment donné, on peut penser qu'il peut y avoir une manipulation ou pas? Vous voyez, moi j'ai une formation de juriste, j'ai toujours pensé que ceux qui nous représentent, que l'État, surtout en France, était fort, quoi. Je pensais la Constitution de la Ve République a été faite par Charles de Gaulle, Michel Debré, ce sont des institutions solides. Il nous reste ces institutions. Par contre, les gens qui exercent le pouvoir, maintenant, c'est une sorte de coquille vide. Voyez, je trouve qu'il y a une extraordinaire légèreté en réalité derrière tout ça, et on en voit les conséquences. Je pense qu'il y a une incompétence à des niveaux importants de l'État, alors que nous devrions avoir les plus compétents, les plus méritants, ceux qui sont exemplaires, ceux qui sont authentiques, ceux qui sont sincères, ceux qui sont loyaux. Voilà. Moi, j'ai toujours eu, si vous voulez, cette vision des choses. Je pense que le politique s'honorerait à avoir effectivement des personnes représentatives comme cela, avec ces qualités de fond premières. Et je crois que nos concitoyens, j'en suis sûr évidemment, n'attendent que ça. Bon. Donc à nous, je dirais, de remplir cette mission, parce que c'est une noble et grande mission que de gouverner la France. Voilà. Justement, là, on va parler de les régionales, les élections qui arrivent, et là, vous relancez effectivement avec, pas des moindres quand même, pour devenir le futur éventuellement président de la région Occitanie. Oui. Donc c'est un sacré défi que vous lancez. Et ce qui m'a étonné, à un moment donné, par parcours politique avec démocratie populaire, enfin, le mouvement que vous avez mis en place, mouvement populaire, effectivement, et vous prenez l'étiquette RN, alors que vous n'êtes pas en carte RN. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, effectivement, je vais à ces élections pour gagner. Oui. Je n'y vais pas comme les autres, à part Mme Delga, mais je ne vais pas comme les autres pour me placer, ou parce que j'ai une autre ambition, ou parce que je pense aux législatives qui arrivent. Enfin, vous savez, le billard à plusieurs bandes. Ouais, non, moi j'y vais pour gagner cette région, parce qu'effectivement, il y a un potentiel considérable dans les régions. Alors, vous me parlez effectivement de cette question d'ordre politique, droite populaire, etc. Bon, à un moment donné, je me suis dit, c'est vrai, je me suis dit, Jean-Paul Guéraud, il va être le mouvement un peu qui a été lancé un petit peu par Romain Ménard, etc. Et tout, pour dire la nouvelle droite, le rassemblement des droites, etc. Et tout ça. On n'adhère pas au Rassemblement national, mais on essaie de fédérer une nouvelle ligne qui tient. Et puis là, RN, je dis bon, alors qu'est-ce qui se passe? Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, depuis très longtemps, je suis favorable justement je vous l'ai dit au début de cette émission, à la fin de ces clivages, et à faire en sorte qu'on recueille des gens qui viennent de tous horizons. Voilà. Donc, alors effectivement, pourquoi je refuserais que cette liste soit soutenue par le Rassemblement national? Le Rassemblement national a beaucoup de mérite puisqu'il a raison depuis longtemps, sur de nombreux sujets. Et je pense que nos concitoyens s'en rendent compte. Oui. Ensuite, il est bien évident qu'il y a aussi d'autres personnes, des personnalités qui sont dans d'autres partis ou qui ne sont dans aucun parti. Pourquoi s'interdire de les faire venir dans une liste donc ouverte? On a besoin de tout le monde. Parce qu'encore une fois, et ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes majoritaires dans le pays. Écoutez, c'est très simple. Cette région Occitanie, déjà, on voit les scores électoraux de 2015, où Louis Alliot avait fait une remarquable campagne avec l'ensemble des têtes de liste qui l'accompagnaient. Bon, eh bien, là, aujourd'hui, par rapport à cela, déjà, il y a une évolution. On l'a vu encore lors des élections européennes, où dans les 13 départements que compose cette région, eh bien, dans 10 départements sur 13, le Rassemblement national est arrivé en première position. Donc on a une montée en puissance qui est très nette. Qui fait peur à Carole Delga, qui fait peur qui fait peur à Carole. Elle a raison, d'ailleurs. Bon, mais si vous voulez, je ne veux pas qu'elle fasse peur aux gens. Parce que, vous savez, le seul argument, c'est pas un argument, mais la seule chose qui est utilisée contre nous,
c'est d'essayer de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Voilà. Et moi en particulier. Moi, j'ai jamais été excessif en quoi que ce soit. Je suis un profond républicain. Je veux que les choses se règlent par le débat et par la démocratie. Il faut reconnaître qu'il y a eu le jeu politique depuis les années 80, depuis que Mitterrand s'en est un peu emparé à manipuler un petit peu tout ça en disant l'extrême droite, puisqu'on vous catégorise dans l'extrême droite, des fachos, les nazis, etc. Et tout ça. Depuis quand même plus d'une décennie, cette tendance, avec ces termes-là, ont tendance quand même à disparaître. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le côté un peu extrême, on l'a plutôt bifurqué vers l'extrême gauche, en fait, quelque part, avec des revendications. Enfin, moi, j'ai été quand même très surpris, en fait, de la mésaventure que vous êtes arrivé dans votre propre village. Là. Un tout petit mot, parce que quand même, quelque part, je n'ai pas compris. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Vous allez pour mettre une gerbe, etc. et tout, pour commémorer. Très simplement, mais c'est terrible quand même. Hein. Là, ça m'a surpris. Hein. Mon village, oui, ce village de Martres-Tolosane, où mon arrière-grand-père était maire de ce village. Il avait fait la guerre de 14. Voilà. Il était médecin. Il était très aimé d'ailleurs. C'était un homme très bon. Et après la guerre, il a fait ériger un monument aux morts. Bon, voilà, moi, et la place d'ailleurs porte son nom. Voilà. Et moi, au début de cette campagne, d'une façon assez symbolique et assez émouvante pour moi, je dois le dire très, très honnêtement, de cet arrière-grand-père. J'ai regardé votre vidéo, vous avez été très affecté, c'est pour ça que je vous permets de revenir, parce que je me suis dit, j'ai essayé d'approfondir, mais c'est vrai, quand on voit le pourquoi du comment, c'est quand même... Et quand j'en parle, je suis toujours ému, si vous voulez. Parce que pour moi, c'était très symbolique. Je suis allé, on était 4 en tout, vous voyez, c'est pas... Et puis, je voulais déposer cette gerbe, simplement, au pied du monument. Et il y avait comme simple mention sur la gerbe, à Henri Dulion, Jean-Paul Garot, c'est tout, je veux dire. Bon, voilà. Et bien là, je me suis retrouvé face à des gens. Alors, j'avais téléphoné 2 jours avant à la mairie parce que je voulais rencontrer le maire. Et on m'a jamais répondu. En fait, en téléphonant, ils se sont organisés. Vous voyez, bon, déjà, voilà. Donc, bon. Et j'ai vu une 40aine d'individus, dont plusieurs qui étaient ceints de leur écharpe tricolore, me faire obstacle, m'empêcher de déposer une gerbe. C'est ça. Mais, si vous voulez, tout ça est totalement illégal. C'est illégal. Bah oui. C'est un excès de pouvoir manifeste. C'est une discrimination. Ça veut dire que les fachos ont changé de camp. Et d'ailleurs, c'est du sectarisme à l'état pur. On se sert de ses fonctions. On abuse de ses fonctions au nom d'opinions personnelles, alors qu'on a un mandat qui a été reçu par le peuple, et que ceci est totalement, évidemment, inadmissible. Bon. Donc, si vous voulez... je me suis dit à ce moment-là, le juge qui est en vous, là, votre fonction de magistrat, il doit se retourner dans tous les sens. Dans quelle république on est? Alors, comme dans ma vie, j'ai affronté un certain nombre de situations assez périlleuses, je n'ai pas... J'ai parlé à ces gens-là. Et je me suis dit, ils vont comprendre. Enfin, ils vont comprendre quand même. Vous êtes en mission. Bon, oui, non, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas voulu comprendre. Donc j'ai franchi le passage avec ma gerbe. Voilà. Puis il y a un deuxième rideau qui s'est mis devant le monument aux morts, et qui, au coude à coude, m'empêchait de passer. Alors, j'ai fini par la déposer quand même, la gerbe. Parce que ça... il aurait pu se passer n'importe quoi, mais j'aurais déposé cette gerbe. Voilà. Gerbe qui a été volée aussitôt après. Hein. Non, mais je veux dire, ce sont des gens qui ne respectent absolument rien. Alors, si vous voulez, oui, où sont les extrémistes? C'est ça, voilà. Je pose la question. Moi, je me bats contre tout cela, si vous voulez. C'est des choses qui mérissent. Bon. Et je me bats contre les extrémistes, on les voit. On voit qui profane les monuments, les églises, l'Arc de Triomphe, qui met le feu dans nos rues, hein, qui commet des attentats terribles, c'est nous. Vous voyez ? Donc voilà, moi je me bats contre ça. Et tant que j'ai la force, je me battrai contre ça. Bien. Donc là, l'objectif maintenant, là, effectivement, on a présenté votre liste, hein, donc, au moins votre candidature. Vous êtes en train de réaliser en fait toutes ces listes-là. Oui. 13 départements, ce n'est pas rien, hein, évidemment. Donc je suis en train de constituer des listes qui seront... j'apporterai le résultat de tout ceci le 15 avril à la Commission nationale d'investiture. Et bien sûr, j'en parlerai après, naturellement. Hein. Ce n'est pas chose facile, mais je dois dire que je suis heureux parce que je suis au contact véritablement de gens qui vont aussi intéresser nos concitoyens par leur parcours, par leurs convictions et par leurs compétences. Donc je pense que je vais maintenant amener une liste qui sera
utile pour cette région, qui en a besoin, parce que si vous voulez, pour dire simplement les choses, bon, je n'ai rien contre Mme Delga. Hein. Enfin, franchement, je n'ai pas du tout envie de l'agresser ni quoi que ce soit. Bon, bien sûr, contrairement à ce qu'elle dit, parce qu'elle manie l'amalgame, enfin bon, passons. Bon. Mais donc moi, je ne suis pas du tout comme cela. Par contre, je dirais ce qu'il en est véritablement de sa gestion. Donc, si vous voulez, cette gestion, elle s'est faite quand même aux frais du contribuable. Hein. Il y a 1 milliard de plus sur un mandat de dette, je dirais, de passif en quelque sorte. Cette grande région qui devait nous faire des économies. On a fait une sorte de super présidente de conseil général, je dirais, où on distribue un certain nombre de subventions par-ci par-là. On fait pas mal de clientélisme, on fait pas mal de communication. Vous avez certainement vu fleurir un peu partout des grands panneaux rouges avec la croix du Languedoc, hein, ici la région, ici la région. Sauf mais il faut être objectif. Non, mais simplement, oui. C'est normal quand la région finance des travaux, qu'elle puisse afficher sur son lot. Sauf qu'elle ne les finance pas en totalité. Et si vous voulez, dans un certain nombre de chantiers... Un protocole, quand on finance, on subventionne, le protocole prévoit effectivement qu'on affiche... La grosseur du panneau est inversement proportionnelle à l'apport qui a été fait par la région, vous voyez. Et après, il y a quand même des crédits d'État, il y a pas mal d'autres choses qui arrivent. Enfin bon, c'est une sorte de bonne guerre, je pense que les gens comprennent. Donc si vous voulez, tout ceci ben, je le dénoncerai, et moi, j'expliquerai... que j'ai quand même une grande vision pour cette Occitanie. Justement, parlons-en. À court, moyen et long terme. Qu'est-ce qui va vous différencier de Carole Delga et qu'est-ce que vous allez proposer de différent qui fait qu'on va se dire Paul Guéraud, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme du changement. Il y aura énormément, effectivement, de changements par rapport à ce qui est le cas. D'abord, il y a des mesures urgentes à prendre. Les mesures urgentes à prendre, elles sont d'abord en matière de santé. Bon, voilà, parce que c'est la situation. Non, mais parce que l'État est tellement fautif que les collectivités territoriales vont pallier les carences de l'État. Elles le font. C'est le système D. Hein. Vous avez telle commune qui se débrouille pour essayer d'avoir des masques, des vaccins, etc. Ce qui est quand même un comble. Donc la région doit organiser tout cela, mettre en place des centres de vaccination, prêter son concours pour qu'on vaccine très rapidement, voilà. Et sur l'approvisionnement et tout cela, j'ai tout un dispositif que j'ai en tête, évidemment, par rapport à tout cela. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, si je puis dire, très urgente aussi, c'est le système, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie, bien entendu. L'économie, et alors là, on trouve les secteurs prioritaires, bien sûr, de cette région, qui sont l'agriculture, le tourisme, et puis des grandes industries de pointe, on en a encore... un petit peu, hein, puisque tout est parti à cause de cette mondialisation. C'est bien sûr l'aéronautique, l'aérospatiale, enfin beaucoup de choses. Mais attention, il ne faut pas négliger tout le domaine des libéraux, des auto-entrepreneurs, des petits, entre guillemets, commerçants, des TPE, des PME, qui, elles, sont souvent très oubliées, alors qu'elles sont 95% du tissu entrepreneurial, je dirais, de la région et de la France. Bon. Je dis ça parce que je recevais il y a une semaine de ça un professeur de l'université de Montpellier qui nous expliquait effectivement que c'était l'une de ses thèses et que tous les petites et moyennes entreprises, c'était le socle de la France. Parce que si vous voulez... le CAC 40, effectivement, ça ne représentait que quelques... Oui, et puis les gros groupes, ils arrivent à s'en sortir, vous voyez. Même, ils captent un certain nombre d'aides et autres décidées par l'État, mais moi je verrais un fléchage différent. Et cela, je l'expliquerai beaucoup plus en détail, ce fléchage effectivement différent que je mettrai en place, avec un certain nombre de conditions requises, bien sûr, notamment dans l'octroi de subventions. Parce que là, si je vous montrais le tableau des subventions, les 4,5 millions d'euros qui ont été dépensés depuis 1 an et demi pour certaines associations qui n'ont rien à voir avec l'Occitanie, et qui encouragent d'ailleurs des trafics illégaux, en tout cas qui sont très proches d'un certain nombre de trafics liés à l'immigration illégale. Liés à l'immigration illégale. Moi, si vous voulez, encore une fois, je ne suis pas contre l'immigration, bien sûr que non, à condition qu'elle soit contrôlée, à condition qu'on puisse l'assimiler, à condition que les gens qui viennent respectent les valeurs de la République, bien entendu, et à condition, bien sûr, qu'ils ne commettent pas d'infraction. Bon, sinon, il faut en tirer un certain nombre de conséquences. Bon, Montpellier, et cette immigration... On voit la problématique des mineurs non accompagnés, où il y a plus de 300 personnes qui vont être mis dans un camp au nord de Montpellier, c'est compliqué, quoi. Alors, beaucoup de mineurs non accompagnés ne sont ni mineurs,
Ça Et aussi. ils ne sont pas Ah, bah, il y a ça isolés. aussi. Non, mais ils ne sont pas isolés. Vous avez des études qui ont... Alors évidemment, en France, on ne les fait pas. Oui. Mais en Suède, notamment, qui ont démontré que 85% des mineurs dits isolés arrivant ne l'étaient pas. Bon, Oui. si vous voulez. Et en plus de ça, M. Macron a étendu le regroupement familial depuis 2018. Donc, si vous voulez, non, mais à un moment donné, je ne peux pas me résoudre à encourager quelque chose d'illégal. Vous voyez, enfin, moi, je pense que les gens comprennent cela. D'autant plus que les gens sont face à des difficultés très, 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 très fortes. Et est-ce que c'est un crime de dire que je voudrais quand même d'abord et avant tout protéger nos concitoyens, ceux qui payent leurs impôts, ceux qui n'enfreignent pas les lois, ceux qui respectent nos principes, ceux qui ont du respect pour tout. Moi, je préfère protéger ces personnes-là. Après, il y a des situations d'urgence qu'il faut régler, je l'entends. Mais enfin, on en est loin. Et comme je suis là aussi député européen, je peux vous dire aussi que le pacte migratoire qui a été décidé, et dont d'ailleurs le président de la République française est tout à fait en accord avec cela, je peux vous assurer qu'on a des lendemains difficiles dans ce domaine, sauf si nos concitoyens se rendent compte de tout ceci et vont voter aux élections. Si vous voulez, moi je les encourage à aller voter. Bien entendu, c'est la seule possibilité pour pouvoir manifester. Donc il ne faut pas se dire ça ne sert à rien. Non, ça sert, toutes les voix comptent pour la région, bien entendu, et ensuite pour les élections présidentielles. D'ailleurs, je considère que ces élections régionales, c'est la première étape. C'est presque un premier tour de l'élection présidentielle. Les sujets nationaux, les sujets régionaux sont évidemment très, 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 très liés. Donc il faut absolument aller voter. C'est indispensable. Et bien sûr, voter pour nous, alors là, c'est ce qu'il faut faire. Vous pouvez vous appuyer justement sur des... Monsieur Alliot, Monsieur Sanchez, Monsieur Abézié également. Donc, quelque part, on voit bien que l'Occitanie est en train, petit à petit, de mettre des petits bastions avec des réélections qui sont quand même assez spectaculaires. Ça marche. C'est-à-dire que les gens qui ont élu des maires comme Robert Ménard, comme Julien Sanchez à Beaucaire, en redemandent. Donc ils ont élu Louis Alliot, ils ont élu Romain Lopez à Moissac. Donc ça fonctionne. Avec des taux de participation qui sont importants. Et oui, parce que ça fonctionne, parce que enfin les gens ont trouvé la réponse politique. Ils ont trouvé des gens à la hauteur de ce qu'ils attendent. Et ça marche. Et en face, la seule possibilité, c'est de nous dénigrer, de nous stigmatiser, de nous rejeter, encore une fois. C'est un temps qui commence à être évolué. Mais c'est complètement fini. Le Front républicain, tout ça, je pense qu'il n'y a que le système. Sur le terrain, je crois que les gens, si vous voulez, tout ce qui est digues, cordon sanitaire, ligne rouge, tout ça, les gens ont compris. Oui. Mais il y a les systèmes qui sont toujours figés. Et les représentants de ce système qui sont figés parce qu'ils pensent à autre chose, ils pensent à eux, d'abord et avant tout. Bon, moi, je ne pense pas à moi, si vous voulez. Si je pensais à moi, je suis arrivé au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire. J'approche, malheureusement, je dirais, parce que le temps passe vite, de la retraite. Oui. Je partirai à la retraite, je m'occuperai de ma famille, je n'ai pas besoin de la politique pour vivre. Voilà. Ben non, si je fais ça, c'est parce que j'y crois. Et je le ferai jusqu'au bout. Très bien, écoutez, merci d'être venu nous merci rencontrer. À vous. Et puis, vous êtes bienvenue ici sur ce plateau, parce que l'élection ne fait que commencer. Hein, oui. Donc, on aura l'occasion peut-être de vous revoir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà, merci très bien. Beaucoup. Puis, à très bientôt. Bonne campagne alors. Merci, hein. merci à vous.